Bonjour Eric Ciotti. Bonjour. C'est la question du jour sur le site du Figaro. Faut-il supprimer les réseaux sociaux pour les moins de 15 ans? C'est ce qui se fait notamment en Australie. J'y suis assez favorable. Je pense que les réseaux sociaux, en tout cas leur utilisation excessive et leur dérive, portent un danger pour les jeunes. Je suis père d'une adolescente et je vois les contraintes que les parents peuvent subir, enfin le combat permanent qu'il faut faire, et je vois aussi... C'est aux parents de le faire. C'est aux parents de le faire, c'est pour ça que je vous dis que c'est un combat. Pose la question à celui qui est pour la suppression des allocations familiales. Il y a l'addiction aussi qui s'installe sur ces réseaux. Ça sera techniquement compliqué parce qu'il y a une volonté des jeunes. Ça sera techniquement compliqué, mais je pense que ces réseaux sociaux, leur usage abusif, et c'est aussi aux parents naturellement d'exprimer leur autorité parentale et leur responsabilité, porte des dangers. Je pense que les jeunes sans réseaux sociaux se porteraient mieux. Ça, incontestablement. Est-ce qu'on peut arriver aujourd'hui à proscrire tous les réseaux sociaux? C'est un souhait et peut-être, hélas, un vœu pieux. Il joue un rôle aussi nocif dans ce que Emmanuel Macron appelle le brainwashing aussi, non? Non, ça je ne crois pas. Je crois que ce qu'il décrit traduit une forme de déni. Emmanuel Macron a toujours relativisé la montée de la violence dans notre pays. Ce sont des sujets qu'il ne connaît pas, qu'il ne maîtrise pas et auxquels il n'a jamais conféré un caractère prioritaire dans ses politiques. Il a été élu sans évoquer ces sujets. Il a été élu, il le dit lui-même, je l'ai lu un peu par effraction, à la fois du fait de l'accident qui est arrivé à François Fillon en cours de campagne, accident entre guillemets, le fait qu'on l'a quasiment lynché politiquement, médiatiquement, judiciairement, avec les méthodes que l'on connaît, et puis de l'autre côté l'effondrement du Parti Socialiste qui avait choisi un candidat extrémiste. Cela a ouvert une voie un peu hasardeuse à Emmanuel Macron, mais il n'a jamais évoqué ces questions de violence, d'insécurité, encore moins en 2022 où la campagne a été totalement occultée par le conflit ukrainien. Il n'a jamais été confronté sur le terrain à la montée de cette violence, donc il a négligé ces sujets. Il a négligé sans doute par méconnaissance, mais aussi par idéologie. Et il le redit quand il sort cette phrase ahurissante, le brainwashing, c'est-à-dire... Il dit que les propos ont été sortis de leur contexte. Le lavage de cerveau, mais il les a dit, tout le monde peut les écouter, faire son jugement, mais au-delà de cette phrase, oui, il est dans le déni, dans la déconnexion, il ne connaît pas la souffrance de millions de Français qui vivent dans des zones de non-droit, qui vivent dans l'insécurité. Depuis qu'il a été élu, le nombre de coups et blessures volontaires a augmenté autour de 80%. 80%, il y a 1000 actes de violence gratuits chaque jour. Chaque jour, 1000 actes de violence gratuits. Le nombre d'homicides et de tentatives d'homicide, qui est l'indicateur quand même le plus pertinent pour évaluer le climat de violence dans un pays, ont quasiment doublé depuis son élection. On est à 6000 homicides et tentatives d'homicide. Il y a des statistiques qui sont sorties il y a quelques jours. On est devenu le pays, parmi les pays les plus violents d'Europe. C'est ça le bilan du macronisme. Et quels que soient les ministres qui se sont succédés, jusqu'à Bruno Retailleau aujourd'hui. On va y revenir, et on va revenir sur vos relations avec Bruno Retailleau. Mais question, justement, puisqu'on parlait d'actes de violence, revenons à ce qui s'est passé hier à Nogent-sur-Marne. Il y avait une autre question que posait le Figaro. Faut-il installer des portiques de détection d'armes à l'entrée des établissements scolaires? Je vous pose la question parce que vous avez travaillé sur toutes ces questions-là, sachant que Bruno Retailleau lui-même, le ministre de l'Intérieur, disait que des portiques de détection ne pourraient pas détecter des couteaux en céramique, par exemple, arme qui a servi à tuer un fonctionnaire de police à la préfecture de Paris, on s'en souvient, en octobre 2018. J'ai d'ailleurs
à l'époque, était rapporteur de la commission d'enquête sur ce terrible attentat à la préfecture de police de Paris qui avait provoqué l'assassinat de 4 fonctionnaires de police. Moi, je suis plutôt favorable à ce qu'on mette ces portiques. Ce n'est pas une réponse ultime, c'est une réponse partielle. Ce sera là aussi extrêmement compliqué, extrêmement coûteux. Qui va payer? Les collectivités locales qui ont en charge les établissements scolaires. On évalue, si on installait les portiques dans chaque établissement, environ 1 milliard d'euros de dépenses. Mais sur le principe, ça serait un degré de sécurité plus élevé et donc nécessaire. Utile en tout cas, utile. Mais moi, ça ne restaurera pas l'autorité. C'est un dispositif de sécurité passive. Ce qu'il faut, c'est réinstaller dans notre société de l'ordre et de l'autorité. L'autorité de l'enseignant qui doit transmettre des valeurs aux élèves qui sont dans sa classe et se faire respecter. L'autorité parentale, on l'évoquait tout à l'heure sur les réseaux. Là, elle ne paraît pas trop en cause, en l'occurrence dans ce qu'on sait de cette affaire. Mais de façon globale. Il faut qu'on restaure cette autorité parentale. Il faut que les parents ne soient pas démissionnaires. Il faut les inciter à l'être. J'avais été l'auteur d'une loi, vous le rappeliez, qui supprimait les allocations familiales aux parents démissionnaires. Il faut surtout l'autorité de la loi. On n'a pas suffisamment de dispositifs de sécurité et on n'a pas suffisamment de réponses pénales. On manque aujourd'hui d'établissements pour mineurs, que ce soit des centres éducatifs fermés, on nous en avait promis le doublement, ils n'y sont pas, de prisons pour mineurs. On n'a pas aussi de dispositifs tels que nous les avions installés sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Là encore, j'avais fait voter une deuxième loi qui prévoyait l'encadrement de type militaire pour les mineurs délinquants. C'est une réponse extrêmement pertinente. Monsieur Hollande et Monsieur Macron ont supprimé ce dispositif. Donc il faut... Les militaires ne sont pas trop favorables à ce genre de choses. C'était de type militaire, c'était des retraités. Dans les épides, essentiellement des anciens militaires, mais c'était une méthode militaire. Port de l'uniforme, lever des couleurs, du sport. On faisait aimer à ces jeunes qui étaient sortis du système un peu social, on faisait réaimer la nation et on leur apprenait tout simplement à vivre en société, à respecter l'autorité, la hiérarchie, l'ordre. Éric Ciotti, ce qu'ils ont aujourd'hui oublié. L'école doit redevenir un sanctuaire étanche à l'ensauvagement national. C'est ce que vous avez lancé sur le réseau social X. C'est une belle formule, c'est une formule choc. Mais ça n'est et ça ne reste qu'une formule. Bah oui, c'est pour ça que je parle de solutions. Les solutions, elles seront quelque part dans la peur de la sanction, dans le respect de l'autorité. Vous ne pensez pas comme Elisabeth Borne que le problème, c'est soit les réseaux sociaux et que, ou pour reprendre la formule de Jean-Luc Mélenchon, qu'il y a un manque de prise en compte de la santé mentale des jeunes aujourd'hui? Tout ça, quelque part, c'est à la fois la santé mentale, c'est sans doute une des conséquences. C'est un problème qui existe. Mais je crois que la première réponse, c'est de réinstaller au cœur du village l'autorité. On a perdu ces repères d'autorité. On a laissé faire aux jeunes ce qu'ils voulaient. Et tout ça s'est dégradé d'année à d'année. Et aujourd'hui, on est arrivé à un point de non-retour. On y rajoute les ravages du trafic de drogue avec les réseaux criminels qui ont installé une contre-société où l'argent est facile pour les jeunes, où le respect à la loi est là aussi extrêmement aléatoire, n'existe plus. Donc il faut un combat général, un plan Marshall contre la violence dans notre société. Et il faut se dire aussi qu'il faut plus de moyens. Vous savez, en 50 ans, on a divisé par 2 les moyens de sécurité dans notre pays. On ne consacre que notamment, 25... et vous le racontez, sous Nicolas Sarkozy. Absolument. Mais je le fais avec une forme d'autocritique, même si à l'époque, et je le dis dans ce livre, j'avais alerté sur les dangers de ce désarmement. Mais depuis la période où le général de Gaulle était président de la République, on a divisé par 2 nos dispositifs de sécurité pour la défense nationale, pour la justice, pour la sécurité, alors que les dangers se sont multipliés. L'État est démissionnaire dans ce pourquoi il est fait, et l'État est devenu
invasif dans ce pourquoi il n'est pas fait, dans les subventions, dans la réglementation, dans les normes, dans la dépense sociale. Vous savez, je vous donne un chiffre. Si on arrêtait de donner des allocations familiales et logements aux étrangers qui arrivent en France sur leurs 10 premières années, on pourrait augmenter les effectifs de police et de gendarmerie de 50% instantanément. Il faut savoir où on met les priorités. Alors justement, Éric Ciotti, c'est peut-être une dernière question d'actualité. Est-ce que vous pensez, comme Amélie de Montchalin, que la France risque une mise sous tutelle du FMI ? Alors, le gouvernement joue sans doute avec les peurs, mais nous sommes dans une situation la situation n'est pas très florissante, budgétaire catastrophique, et qui est là aussi le fruit d'une longue dérive. Monsieur Macron est le président de la République qui aura créé à ce jour 1100 milliards d'euros de dettes supplémentaires. Il est arrivé de 1200 milliards, on est à 3330 milliards. Et à la fin de ce quinquennat, on sera sans doute au-delà de 3500 milliards. Donc il aura créé peut-être 1500 milliards d'euros de dettes en 2027. C'est gigantissime. On y rajoute les 400 qu'avait créé M. Hollande. Donc on a cette dérive totalement insupportable. Et que nous dit Mme de Montchalin ou le gouvernement? Qu'on va à nouveau augmenter les impôts. Parce que quand on nous fait la fable, pas d'augmentation d'impôts, on va diminuer les dépenses. Mais les dépenses, c'est quoi? C'est les dépenses fiscales. Donc on va rogner sur des personnes qui emploient des salariés à domicile et qui ont un avantage fiscal parce que l'impôt sur le revenu est parmi les plus élevés au monde. Donc ça va être encore une nouvelle augmentation d'impôts. Il n'y a pas d'effort de l'État. Il n'y a pas de véritable changement de doctrine. J'évoquais la piste de l'économie, des économies sur l'immigration. On ne peut plus accepter que l'immigration ait ce coût. On ne peut plus accepter de donner sans contrôle ces fonds que l'AME coûte 1 milliard 200 millions d'euros, qu'il y ait ces allocations logement familial dès le premier jour d'arrivée, qu'on dépense rien que pour l'Île-de-France 1 milliard d'euros chaque année pour l'hébergement d'urgence des étrangers en situation irrégulière. On marche sur la tête quand on voit les besoins que l'on a et que chaque fois ce sont les Français qui travaillent qui sont appelés à contribuer, ou les entreprises, ce qui pèse d'un côté sur le pouvoir d'achat et de l'autre sur la compétitivité. Ce sont des thèmes que vous développez donc dans votre livre qui est paru la semaine dernière et vous l'évoquez longuement. Vous ne regrettez donc rien et vous le répétez à longueur d'interview, Éric Ciotti, depuis la publication de ce livre, sauf que celui qui dirigeait un parti qui comptait 62 députés, qui étaient les 62 députés LR, se retrouve aujourd'hui à la tête d'un groupe qui n'en compte seulement 16. Le parti, les LR, ne vous ont pas suivi, et même aujourd'hui a plus de députés que votre groupe, et votre coalition avec le RN n'est arrivée que 3e. Pourquoi ? On peut prendre toutes les... Alors, et oui, vous allez me dire pourquoi, vous allez me dire, il y a eu l'alliance avec l'alliance LFP, absolument. Le bon anniversaire Gabriel Attal, comme l'a dit un de vos députés hier à l'Assemblée nationale. Les castors. On peut prendre toutes les explications, mais quand même, il y a une chose, il y a un fait, Éric Ciotti. Vous avez pris un risque, vous avez pris votre risque, l'opération a échoué. Je ne sais pas si l'opération a échoué, elle a ouvert une brèche. Ce qui est sûr, c'est que l'année dernière, nous n'avons pas gagné. Et c'est la France qui a perdu. Parce que qui peut dire objectivement que ceux qui se sont opposés à cette alliance, qui auraient permis aux idées droites d'arriver au pouvoir, qui aurait permis d'entreprendre la réforme du pays. On vient d'évoquer sur la sécurité, sur les finances publiques, l'état de chaos de la France aujourd'hui. Qui peut dire aujourd'hui, un an plus tard, jour pour jour, qu'il y a moins de violence, qu'il y a moins d'immigration, qu'il y a moins d'impôts, qu'il y a moins de dépenses publiques et qu'il y a moins de dettes et que nos services publics fonctionnent mieux? Tout s'est dégradé. C'est pas nouveau, bien entendu, mais la situation s'est considérablement aggravée parce qu'on a un gouvernement improbable. Et ce gouvernement improbable, il tient sa légitimité d'une alliance de la honte. Les LR qui m'ont pas suivi, ils ont préféré s'allier avec les amis de M. Macron au premier tour et au second avec le nouveau Front populaire. Ils ne se sont pas alliés formellement. Il y a eu 243 retraits réciproques au second tour.
est-ce que des candidats LR qui dirigent le parti aujourd'hui ont eu des adversaires macronistes au premier tour et des adversaires de gauche au second? Jamais. Donc la réalité, elle est là. Il y a eu cette alliance honteuse. Moi, j'ai mis tout sur la table. Alors, je l'ai fait devant les médias. J'ai parlé aux militants. Beaucoup de militants m'ont suivi. Parce que je suis convaincu que ceux qui n'ont pas fait ce choix sont aujourd'hui dans une impasse et seront balayés avec leur bilan par l'histoire. Éric Ciotti, alors justement, on va y revenir. D'abord, vous déplorez tout au long du livre l'interdit d'une union des droites. Vous y revenez longuement, ce qui rend votre livre très intéressant, et vous y revenez à plusieurs reprises qui sont autant d'épisodes de l'histoire politique des 40 dernières années. Ça vous a vraiment pesé, même depuis la fin des années 80 ? Je crois que quand on fait un coup quand on regarde dans le rétroviseur... Pour moi, ce livre, c'est un livre qui... Parce que la première refus de l'Union des droites, même commence dès 86, avec des engagements formels, rappelés par Le Monde, à l'époque, que le quotidien Le Monde dit à Jacques Chirac, on dit on vous rappelle vos engagements de ne pas vous lier avec le Front National. Il y a eu cette alliance à Dreux, c'était en 83. Il y a eu des alliances au régional. Dans ma région, Jean-Claude Gaudin avait un exécutif 86. Avec le Front National en 86. Et ensuite, il y a eu ce stratagème mis en place avec une forme de génie par le président Mitterrand, qui a consisté à poser cet interdit pour diviser ça, c'est le piège de façon définitive la droite. Et nous y sommes tombés à pieds joints. Il y a eu des occasions d'en sortir, il y a eu les régionales de 98, et il y a eu surtout cette occasion l'année dernière. Moi, j'ai saisi cette occasion. Cette rupture, elle était historique. J'étais président des Républicains, donc je crois avoir couper ce pseudo-cordon sanitaire assez ridicule, qui consiste en quoi? La gauche, elle, peut s'allier avec qui elle veut, avec M. Mélenchon, y compris après le 7 octobre, sans que le Monde n'y trouve à redire. Bon, compte tenu de ses positions, ça serait étonnant. Il y a cette possibilité, cette faculté, qui ne soulève aucune critique, aucun commentaire, et en même temps, la gauche jette un interdit moral, une espèce d'opprobre généralisé sur une éventuelle alliance à droite. Eh bien, moi, j'ai voulu sortir de ce piège, et je persiste à penser, parce que mon livre, c'est une porte ouverte sur l'avenir, que la droite ne pourra gagner. Et donc notre pays ne pourra être sauvé, parce que je suis convaincu que les idées de droite sont indispensables. C'est pas une opportunité, c'est pas une possibilité, c'est une nécessité pour sauver le pays, que si nous sommes unis. Et aujourd'hui, il y a un constat, qu'on le regrette ou qu'on l'approuve, le Rassemblement national est le premier parti de France. Il rassemble beaucoup de patriotes. Nous avons beaucoup d'idées en commun, beaucoup de valeurs en commun, celles qu'évoquait Charles Pasqua, dès 1988, ces valeurs communes, il avait raison, il était visionnaire, et pour gagner, on ne peut plus gagner si on n'est pas ensemble. Éric Ciotti, vous êtes accusé, au moment où vous faites cette alliance, de l'avoir fait sans avoir averti les instances de votre parti. Bruno Retailleau, devant les sénateurs, avait publiquement déploré que vous ayez pris votre décision au secret de manière dissimulée. Et ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que vous le confirmez. Vous écrivez « Dans le bureau de Gérard Larcher, où nous étions convenus de nous retrouver de manière informelle en compagnie d'Annie Genevard, de Bruno Retailleau et d'Olivier Marleix, je me gardais bien d'exprimer plus avant mes convictions. » Oui, parce que je connaissais les blocages du système. Je les ai subis. Je les ai subis avec beaucoup de contraintes qui entravaient ma volonté de tout reconstruire pour ce parti, qui est le mien, qui est celui de ma famille politique, qui est celui du gaullisme. Pour moi, ce n'est plus l'héritier du gaullisme aujourd'hui. L'héritier du gaullisme, c'est l'UDR, parce que le gaullisme, c'est pas le macronisme. Et je me suis heurté à ces conservatismes, à ces blocages, à une forme de dérive centriste ou même radicale socialiste. Et donc, je me suis adressé directement
directement devant les médias. C'était pas une combinaison d'arrière-cour. Moi, je suis pas allé à l'Élysée en secret, comme les dirigeants qui m'ont pas suivi l'ont fait pour négocier des circonscriptions. J'ai fait devant le journal qui a le plus d'audience en France. Je me suis adressé aux Français. J'ai dit à titre personnel, je souhaite cette alliance. Le moment est venu. La situation du pays est catastrophique. Il y a la dissolution, c'est un moment historique, je prends mes responsabilités. Ma légitimité, vous savez, c'est pas M. Retailleau qui m'avait élu. J'avais été élu contre lui. C'est pas M. Larcher qui m'avait élu. J'avais été élu contre lui. Donc, les seuls auxquels je devais des comptes, c'était les militants des Républicains et je dirais mes électeurs niçois, grâce auxquels j'ai une légitimité électorale. Et eux, je savais que j'avais leur confiance. Et c'est ça qui compte. Rapidement sur ce point, Éric Ciotti, est-ce que vous pensez que cette union des droites pourra faire l'économie un jour d'une alliance, enfin en tout cas d'une proposition d'alliance à Bruno Retailleau et même à Éric Zemmour? Mais moi j'ai lancé le soir de l'élection de Bruno Retailleau un appel à ce qu'il nous rejoigne. Bien sûr, mais aujourd'hui, il est dans un... Il est président des LR, il est votre successeur. Il est dans un gouvernement macroniste, où il y a des socialistes, qui est dirigé... Il n'a pas tellement de positions, il n'y a pas des positions macronistes, Retailleau. Oui, mais il est sous l'autorité d'un gouvernement macroniste. Oui, et il ne peut rien faire. Qu'est-ce que vous répondez? Et il ne peut rien faire. Qu'est-ce qu'il a fait? Son bilan est vraiment nul. Qu'est-ce qu'il a fait sur l'Algérie? Combien d'OQTF ont été repris? Vous savez, il avait... C'est pas facilité. Il a tenu tête. Il tient les positions. Oui, mais quel résultat? C'est bien de parler. Et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous disent « Vous avez les mains pures, mais vous n'avez pas de mains » Je suis pour l'action. Je suis pour l'action. Et j'ai un reproche, c'est à lui de le dire. Il faudra à un moment qu'il mette en accord ses convictions et les oppositions qu'il pourrait éventuellement subir. Mais prenons l'exemple de l'Algérie. Hein, il avait adressé une lettre en disant si vous ne reprenez pas, je crois qu'il n'y en avait pas énormément, hein, une soixantaine d'OQTF, les cas les plus graves, eh bien vous n'aurez plus de visa et on révoquera les accords de 68. C'était la réponse graduée. Combien ont été repris d'OQTF? Zéro. Et c'est une décision de François Bayrou et d'Emmanuel Macron de ne pas remettre en cause. Oui, mais alors qu'est-ce qu'il fait dans cet attelage? Pourquoi il s'est allié avec ces gens? On les connaît. On connaît leur impuissance, on connaît leur idéologie. Qu'est-ce qu'ils font avec eux? Alors que le discours de Bruno Retailleau, c'est le même que celui de Marine Le Pen, c'est le même que celui de Jordan Bardella, c'est le même que le mien. Et ils gouvernent avec des gens qui ont des discours et des convictions inverses. Où est la cohérence? Ou ils essayent de batailler justement au sein du gouvernement? Mais non, mais tout ça, c'est du baratin pour rester au gouvernement. Quand on vous lit, on sait que quand même il y a des combats à l'intérieur des gouvernements qui peuvent être très forts. C'est une fable. Mais on a perdu, et j'en veux à ceux qui ne m'ont pas suivi, on a perdu 1 an pour le pays. Et vous savez, beaucoup de Français me disent, est-ce qu'il n'est pas trop tard pour sauver la France? Est-ce qu'on n'a pas franchi un seuil? Vous leur répondez quoi? Je leur dis, je ne crois pas qu'il soit trop tard. Parce que j'ai de la conviction, mais il commence à se faire très tard. Il n'est pas trop tard, mais il est très tard. Et si on n'agit pas avec détermination, au plan économique, pour réduire les dépenses, pour baisser les impôts, au plan de la sécurité et de l'immigration, pour le coup, ça sera foutu. Le temps file, Éric Ciotti. On commence à être dans le temps additionnel. Il y a des amis, mais quelques petites questions avec des réponses courtes, mais il y a des amitiés et des admirations très étonnantes dans votre livre. D'abord, une fascination pour Jordan Bardella. Comment un homme de votre expérience peut être autant fasciné par un jeune homme avec aussi peu, voire sans expérience du tout? Parce que c'est un phénomène politique. Parce que c'est la bête de foire politique qui vous fascine? Non, absolument pas. C'est la personnalité aujourd'hui qui est souvent la préférée des Français. C'est pas un hasard. Vous savez, il y a une forme de mépris. Une forme de mépris des commentateurs et des pseudo-élites. Mais qu'est-ce qui qualifie une élite? Est-ce que les élites ont été compétentes depuis 40 ans? Est-ce que ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, qui sont bardés des plus grands titres, qui vivent entre soi, ceux qui ont créé ces 3300 milliards d'euros de dette, est-ce qu'ils ont des leçons à donner aux autres? Il y a une forme de ce mépris social. Jordan Bardella, c'est quelqu'un qui a du talent,
et encore plus pour son âge, qui a de l'expérience. Il a montré pendant les débats des élections législatives. Donc oui, c'est quelqu'un qui, à son âge, est tout à fait remarquable. Et c'est ce que je dis dans mon livre. Pour gouverner ? Oui, absolument. Je le crois sincèrement. En tout cas, beaucoup plus que ceux qui nous ont mis dans cette situation. Parce que c'est quoi la compétence ? C'est ceux qui ont bâti ce bilan. Et eux, ils sont compétents. J'entends cette critique sur... Est-ce qu'il suffit que l'échec de vos adversaires justifie qu'il y ait une compétence pour des garçons qui sont aussi jeunes et sans expérience ? Je vous pose la question, est-ce qu'il ne faut pas essayer autre chose ? Est-ce que ceux qui nous gouvernent depuis 40 ans n'ont pas collectivement échoué ? Et je fais une autocritique dans ce livre, parce que j'ai soutenu, de 2007 à 2012, le gouvernement de Nicolas Sarkozy. Bien sûr que les choses allaient dans une direction différente. Je ne le mets pas au même plan que ses successeurs, Hollande et Macron. Mais on a eu des reniements. Et c'est pour ça qu'on a perdu. Les Français nous l'ont fait payer. Éric Ciotti, il y a une autre amitié forte que vous écrivez, très étonnante au regard justement de vos nouvelles amitiés, c'est celle que vous portez, les pages, ce que vous écrivez, les louanges que vous tressez à François Baroin. Vous vous parlez encore depuis un an ? Oui, absolument, on se voit Qu'est-ce qu'il vous a dit au moment vous avez scellé votre alliance ? Il n'était pas d'accord, on en a parlé librement, mais c'est pas quelqu'un qui a eu des propos outranciers ou caricaturaux. On a une amitié personnelle, ça peut exister aussi au-delà de la politique, et heureusement, j'ai pas que des amis qui pensent la même chose que moi, mais cette amitié demeure. Et cette amitié, elle demeure, et ça c'est important, mais je dirais que ça c'est la vie, ça dépasse la politique, et c'est quelqu'un qui est respectueux, qui a jamais trahi sa parole. Je connais ses convictions. On a des points de vue différents, notamment sur l'alliance avec le Rassemblement national. C'est le genre d'idée qu'il a tendance à qualifier de nauséabonde. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on dise les choses, qu'on respecte ce qu'on dit, et plutôt que ceux qui ont un discours public et une action privée totalement inverse. Rapidement, que vous a dit François Fillon sur votre alliance ? Là aussi, il ne m'a jamais accablé. Je crois qu'il la comprend. J'échange fréquemment avec François Fillon. J'ai des pages aussi j'ai des pages très positives sur François Fillon. Le fait qu'il n'ait pas été élu en 2017 a été une perte considérable pour notre pays. On n'en serait pas là aujourd'hui. On n'en serait pas là. Franchement, vous pensez qu'il n'aurait pas fait la même politique qu'Emmanuel Macron ? Ah non, absolument pas. Il aurait redressé les comptes publics, il aurait réinstallé de l'autorité, il avait un très bon programme auquel les Français, malgré les attaques qu'il a subies, avaient quand même adhéré, encore 20%. Il y a une partie ça laisse rêveur aujourd'hui. Des électeurs de François Fillon qui se sont très bien retrouvés dans Emmanuel Macron ensuite. Oui, mais ils ont été abusés. Quelques-uns, pas énormément. C'était plutôt en 2017 les électeurs de gauche qui sont allés sur Emmanuel Macron. Et en 2019, ce sont les électeurs de droite. Absolument, en 2022. Et en 2022 également. À la fin de votre livre, vous affichez sans phare vos convictions libérales. Vous pensez que ça va tenir longtemps avec un RN étatiste et pour la retraite à 60 ans ? Le RN, ça ne vous a pas échappé. J'entends aussi ce procès. Il y a 2 procès. Vous avez des procès, ça c'est les faits. Si, l'étatisme de Marine Le Pen. La jeunesse de Jordan Bardella et le fait que le programme du RN serait un programme de gauche. Dans les 2 cas, c'est une fable. C'est une fable. Quand vous regardez les faits, le contre-budget... Il n'y a pas de différence entre le rapport à l'État ? Le contre-budget proposé par le Rassemblement national, baisse des dépenses publiques, baisse des impôts de production, augmentation de la production. Ce sont des directions qui ne me choquent pas. Alors, je veux aller plus loin. Bien sûr, il y a des nuances. Si j'étais... Sur quoi, par exemple ? Sur la retraite. Moi, je n'ai pas suivi le Rassemblement national quand ils ont voulu rétablir la retraite à 62 ans. Mon groupe n'a pas voté cette proposition de loi. Sur la fin de vie aussi, peut-être aussi des divergences ? La fin de vie, nous avons été unanimes à nous opposer à ce texte qui est une remise en cause profonde de ce que nous sommes, qui est notamment ce qui est imposé aux soignants, quasiment une obligation de mettre fin à la vie. Il n'y a même pas de clause de conscience, c'est extrêmement grave, extrêmement choquant. Notre groupe, à l'unanimité, s'y est opposé. Le RN, très majoritairement aussi, s'y est opposé. Donc, ce qui nous réunit
est beaucoup plus fort que ce qui nous sépare. Mais il y a des différences. Moi, je viens pas du RN, je suis gaulliste, on a une histoire différente, mais sur l'économie, il y a des évolutions. Encore ce matin, le RN a parlé de réduire les déficits publics, de mettre une règle d'or budgétaire. Donc, moi, je suis pour cette évolution. Et notre alliance, elle porte aussi sur ce rapprochement des projets économiques. Qu'on soit d'accord ou non avec Éric Ciotti, convaincu ou non, ce livre a deux mérites. D'abord, il est bien écrit, et celui de la cohérence, d'abord. Et c'est un document passionnant sur l'histoire de la droite et de la France, politique, bien sûr, depuis les années 80. Éric Ciotti, je ne regrette rien. L'heure est venue de dire pourquoi. Et c'est aux éditions Fayard. Merci beaucoup. Merci à vous.